Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le climat politique toujours tendu au Kenya. 15 jours après le scrutin ayant marqué la victoire du président Uhuru Kenyatta, l'opposition mobilisée derrière Raila Odinga continue de dénoncer cette réélection qu'elle estime entachée de fraude. Le Maroc s'achemine vers une libéralisation du dirham. Avec cette mesure, le pays souhaite attirer les investisseurs étrangers. Il s'agit d'une réforme volontaire et non imposée par les bailleurs de fonds internationaux, précisent les autorités marocaines. Métier d'homme ou métier de femme, les clichés perdurent. À la fin de cette édition, nous vous emmènerons en Somalie à la rencontre d'une jeune femme qui évolue en tant que mécanicienne. Elle nous raconte son histoire et ses difficultés. La décision de la Cour suprême est donc attendue au Kenya le 16 août, peu après la publication des résultats des élections. Raila Odinga avait finalement renoncé à contester dans la rue la victoire du président Uhuru Kenyatta, mais de s'en référer à la justice. L'opposant dénonce des fraudes massives. Il continue d'espérer une invalidation du scrutin. Sharon Kamara. Suite à une plainte de l'opposant historique Raila Odinga, la commission électorale indépendante du Kenya a déposé auprès de la Cour suprême plus de 50 000 documents liés aux élections générales du 8 août dernier. Ces documents originaux seront étudiés et permettront de déterminer s'il y a eu ou non une fraude lors de la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta, comme l'affirme le chef de l'opposition Raila Odinga. Nous avons apporté les documents originaux qui ont été utilisés lors des élections. Et en ce qui concerne la déclaration des résultats, tous les formulaires sont ici. S'il y a besoin d'un examen minutieux, nous les avons également publiés sur le portail public et nous vous invitons à aller les regarder. Le 8 août 2017, ils étaient plus de 15 millions de Kenyans à se rendre aux urnes pour élire leur chef de l'État. Le président sortant Uhuru Kenyatta, élu pour la première fois en 2013, était opposé à Raila Odinga. Ce dernier se présentait cette année pour la 4e et dernière fois. Il avait déjà contesté les élections présidentielles de 2007 et de 2013. Cette année, il a dénoncé des fraudes qui seraient liées au système de vote électronique et qui auraient été favorables au président Kenyatta. Nous avons décidé de saisir la Cour et de montrer au monde la fabrication d'un pouvoir généré par ordinateur. Nous prêcherons la paix. Nous défendrons nos droits de se rassembler et de manifester. Nous organiserons des veillées, des minutes de silence, nous battrons le tambour et ferons tout ce qui est possible pour attirer pacifiquement l'attention sur ces injustices électorales flagrantes. Le tribunal de Nairobi tiendra dans un premier temps une séance préalable au procès afin que toutes les parties s'accordent sur le déroulement de l'affaire. La Cour suprême a 14 jours pour se prononcer. Si les soupçons de fraude sont avérés, de nouvelles élections devront être organisées en 60 jours. Et si ce n'est pas le cas, le président Uhuru Kenyatta sera investi le 12 septembre prochain. Le Tchad a annoncé ce mercredi 23 août la fermeture de l'ambassade du Qatar à N'Djamena, une décision annoncée par le ministre tchadien des Affaires étrangères, Hissène Brahim Taha. Le gouvernement tchadien accuse Doha d'être impliqué dans, je cite, des tentatives de déstabilisation de son territoire à partir de la Libye. Les diplomates qatariens disposent de 10 jours pour quitter le pays. On se souvient par ailleurs que début juin, le Tchad avait rappelé son propre ambassadeur basé à Doha, s'alignant ainsi sur la position de l'Arabie Saoudite dans le bras de fer qui l'oppose au Qatar. La libéralisation graduelle du dirham est imminente. Le roi Mohamed VI l'avait annoncé, de quoi permettre à la valeur de la devise marocaine de refléter davantage les fondamentaux du pays et non ses décisions politiques, et dans le même temps attirer les investisseurs étrangers. Les précisions de Sharon Kamara. Dans le cadre de son développement économique, le Maroc envisage de mettre en place une politique de libéralisation de sa monnaie nationale, le dirham, dans le second semestre de l'année. Au mois d'août 2017, le dirham marocain s'est apprécié de 1,6% par rapport au dollar américain et s'est également déprécié de 1% face à l'euro. En juillet dernier, un dollar représentait moins de 9,5 dirhams, tandis qu'un euro équivalait à 11 dirhams. L'objectif de cette libéralisation pour le royaume chérifien est d'attirer plus d'investisseurs étrangers et de développer son secteur financier. Libéraliser une monnaie, pas dans le sens de démocratiser l'accès à la monnaie, parce que vous savez que dans beaucoup de pays, le fait qu'il n'y ait pas su bancarisation fait en sorte que la monnaie était dans un circuit très fermé. Or, quand la monnaie peut se retrouver au niveau de la couche la plus défavorisée, au niveau du secteur informel,
cela fait du bien à l'économie. La situation reste toutefois favorable pour les exportations marocaines. 2/3 d'entre elles sont d'ailleurs destinées à l'Europe et plus particulièrement à l'Espagne et la France. Celles-ci concernent principalement les produits agricoles, l'automobile ou encore le textile et le cuir. La libéralisation du dirham permettra de faciliter la libre circulation des capitaux et d'ainsi favoriser les investissements directs étrangers. Le principal avantage maintenant, c'est que le petit opérateur économique peut facilement bénéficier, peut accéder aux services financiers, peut accéder pour ouvrir un compte, peut avoir de nouveaux instruments, par exemple d'accès à la monnaie. Parce que l'inconvénient aussi vient quand même de ce que, vous savez très bien, la monnaie en tant qu'une ressource, si elle est mal gérée, on peut assister à l'inflation. Selon la Banque centrale marocaine, il faudra attendre 15 ans pour une libéralisation totale de la monnaie nationale. Après la timide croissance de 2016, les spécialistes estiment qu'elle sera de 4% en 2017. Des estimations qui se basent notamment sur le retour du royaume chérifien dans l'Union africaine et son entrée imminente au sein de la CEDEAO. En Somalie, de nombreux secteurs d'activité restent encore l'apanage des hommes, policiers, pompiers. Les stéréotypes ont encore la vie dure dans ces métiers. Mais des femmes courageuses et déterminées brisent peu à peu ces clichés. Illustration avec une mécanicienne de la capitale Mogadiscio dans ce sujet préparé par Corinne Kamdem. Elle se nomme Nasra Eji Hussein, elle a 18 ans et sa particularité, elle est la première et l'unique mécanicienne automobile de la Somalie. Originaire d'Iran, une ville située à environ 300 km de la capitale Mogadiscio, elle est arrivée dans la capitale il y a 2 ans pour trouver un emploi afin de soutenir sa famille. Devenir mécanicienne était alors une profession qu'elle n'envisageait pas exercer. Lorsque je suis arrivée en ville, je n'ai pas été encouragée. Personne ne m'a offert un emploi. J'ai donc décidé de devenir mécanicienne pour aider ma famille. Quand j'ai été payée, que j'ai envoyé de l'argent à mes parents, mon père m'a demandé où j'avais eu cet argent et je lui ai dit que je suis mécanicienne. Il m'a encouragée à travailler plus. Après plusieurs mois de recherche, Nasra a finalement trouvé un emploi dans un garage où elle a trouvé une place d'apprenti. Elle gagne $300 par mois. Elle est particulièrement fière de son parcours dans ce domaine traditionnellement réservé aux hommes en Somalie. Après des débuts difficiles, Nasra a réussi à gagner la confiance des clients. Elle a très bien réparé ma voiture. Elle l'a fait à l'heure, juste comme nous l'avions convenu. Je répare différents types de voitures de luxe, de voitures anti-balles et des camionnettes. Parfois, je m'occupe des camions lorsqu'ils sont amenés au garage. Pour de nombreux jeunes qui obtiennent une formation solide, trouver une opportunité d'emploi devient de plus en plus difficile, sans compter les défis économiques et sécuritaires auxquels la Somalie est confrontée depuis des années. En faisant abstraction des stéréotypes sexistes dans son pays, Nasra a su se démarquer et son travail lui a d'ailleurs valu une invitation au TEDx Talk de Mogadiscio, une conférence suivie par plus de 20 000 personnes. Après leur récente libération, s'est immédiatement posé la question de l'avenir des 106 lycéennes de Chibok. Quel avenir après 3 ans de captivité pour ces jeunes filles qui étaient aux mains de terroristes? Le gouvernement nigérian, très préoccupé, vient d'annoncer qu'elles étaient désormais prêtes à rentrer chez elles, mais aussi à reprendre les chemins de l'école. Patricia Solange-Dubois. Les 106 écolières libérées des mains de Boko Haram en mai 2017 sont prêtes à se réintégrer dans leur communauté et à reprendre l'école, a déclaré Aïcha Jumai Alassane, la ministre des Affaires féminines du Nigeria. Les jeunes femmes font partie des 276 filles kidnappées en avril 2014 par Boko Haram dans la ville de Chibok, au nord du pays. Durant plus de 3 ans, les filles ont subi des traumatismes. Certaines ont été forcées à se marier alors que d'autres ont subi de graves blessures corporelles. Les filles ont reçu un soutien psychosocial pour les aider à effacer les souvenirs désagréables et à se libérer de leur traumatisme. Pour le moment, elles sont stables et certaines arrivent à surmonter leur stress post-traumatique. Les autorités affirment que les 106 jeunes filles reprendront leurs études à l'université américaine du Nigeria, à Yola, en septembre 2017. Un établissement que d'autres jeunes filles de Chibok ont intégré après leur libération des mains de Boko Haram. L'université américaine du Nigeria a sans aucun doute transformé les 24 filles de l'école de Chibok. Ce sont des étudiantes de classe mondiale capables de rivaliser avec les étudiants de premier cycle partout dans le monde. Certaines d'entre elles étudient actuellement la médecine dans la région, d'autres sont en comptabilité ou prennent des cours à l'université.
Après cette libération, il reste encore une centaine d'écolières de Chibok aux mains de Boko Haram. Des manifestations se tiennent quotidiennement au Nigeria, mais aussi dans le reste du monde pour demander le retour des filles et dénoncer l'incurie du pouvoir. Du sport avec l'Afrobasket qui se poursuit à Bamako, au Mali. Dans le groupe B, l'Égypte a battu le Mozambique sur un score de 91-70. Dans le groupe A, cette fois, victoire de l'Angola avec 96 points face à la Centrafrique qui s'est inclinée avec 58 points. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.